En circulant dans nos villes, il n'est pas rare de voir des ordures dans des rues, des eaux usées versées également sur la route, également des déchets abandonnés. Ces comportements constituent-ils de l'incivilité ou sont-ils simplement des infractions prévues par la loi? Environnement et salubrité, mesdames et messieurs, tel est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Duchamp Diomandé et vous suivez la tribune du droit uniquement sur Juriste TV. Pour aborder ce sujet essentiel, je vous ramène aujourd'hui M. Messan Tonio, juriste environnementaliste et spécialiste en la matière. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, le plaisir est partagé. Je rappelle que c'est un honneur pour nous de vous avoir ici à Juriste TV. Et avant même de commencer notre entretien du jour, est-ce que vous pouvez vous présenter à toutes les personnes qui nous suivent afin de pouvoir mieux éclaircir la personne de monsieur Messan Tonio? Oui, déjà, je vous remercie aussi pour cette opportunité de pouvoir tenir le prêchoir avec toute l'audience de Juriste TV. Je suis, comme vous l'avez dit, M. Messan Tonio Saint-Janvier, juriste environnementaliste. Je suis spécialiste des politiques de l'environnement et du développement durable. Pour faire court, je suis également le vice-président du Salon international de la salubrité et de l'environnement. Et par ailleurs, je fais beaucoup d'autres choses, donc là, je vais me limiter là. D'accord. Vraiment une très belle présentation. Je vous en prie. Voilà, le CV est vraiment rempli. Nombreuses sont ces personnes-là qui n'ont pas de notion en rapport avec ce qu'on appelle environnement et salubrité. D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'environnement et salubrité? Ouais, en fait, quand on parle d'environnement et salubrité, il y a ce paradigme-là qui a donné une confusion de ces deux notions. Mais il faut premièrement savoir que l'environnement peut être perçu sous une définition déjà novice, voilà, qui constitue le cadre de vie global, voilà, qui combine donc la nature et les activités humaines, tandis que la salubrité, elle, c'est bien évidemment l'état d'hygiène, voilà, d'hygiène générale. Et d'un ensemble collectif d'une situation ou bien d'un cadre de vie. D'accord. Vraiment, merci pour cette réponse-là. Pourquoi est-ce qu'il est vraiment important d'avoir des notions sur cette question-là? Il faut bien évidemment avoir des connaissances approfondies en la matière parce qu'aujourd'hui, la question environnementale et salubrité est une question au cœur, bien évidemment, de nos réalités urbaines et rurales. Donc, il faut obligatoirement que l'individu lambda prenne en considération ces notions-là et de pouvoir donc les inclure dans ses habitudes quotidiennes parce qu'en réalité, il y a des lois, il y a des textes de loi qui régissent la matière maintenant et donc toute contrevenant à ces dispositions légales s'expose donc à la rigueur de la loi. Vraiment, c'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des lois qui régissent désormais ce domaine-là, c'est-à-dire l'environnement et la salubrité. Sur quel fondement juridique, c'est-à-dire quelle est la loi, quelle est cette loi-là qui prévoit exactement cette question-là? Bien, écoutez, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une panoplie de dispositions légales, également, je veux dire, administratives qui régissent la matière environnementale. Plusieurs donc lois et décrets arrêtés sont pris en Côte d'Ivoire pour gérer ces cadres environnementaux. Mais en la matière, pour parler exclusivement de l'environnement et de la salubrité, il y a la disposition donc de la loi numéro 2023-900, voilà, qui du 23 novembre 2023 qui prône le code de l'environnement. Donc c'est ce code-là qui aujourd'hui constitue le fondement légal donc pour pouvoir parler d'environnement en Côte d'Ivoire. D'accord. En tout cas, pour toutes les personnes qui nous suivent, quand on parle d'environnement, là, pour faire simple, c'est ceux qui fessent salubrité, là, ceux qui fessent l'eau sale dans les rues, qui jettent couches ici, là. On dit il y a une loi personnellement maintenant pour ça. Donc, faites vraiment attention. Maintenant, vous avez mentionné la loi qui régit, vous avez fait mention du Code de l'environnement. Justement. Alors, selon vous, aujourd'hui, quel est le constat que vous faites du comportement des citoyens? Et est-ce que réellement cette loi-là, elle est applicable? Parce que plusieurs personnes aujourd'hui, quand tu n'es pas du domaine de la loi, on se dit généralement que ça n'existe pas. Pourtant, quand tu es dans une situation, nous fait rappeler nul n'est censé ignorer la loi. Justement. Voilà, donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites le constat, l'attitude de la population, l'attitude des citoyens et ce que la loi prévoit, est-ce qu'aujourd'hui cela est en concordance et est-ce que ça s'applique réellement? Bon, il faut être réaliste en la matière pour dire que
l'Ivoirien, sinon le citoyen a démissionné de son poste en tant que citoyen. En tant que citoyen, il doit pouvoir donc être en mesure de pouvoir défendre son cadre de vie. Et aujourd'hui, le constat, il est très amer. Il est très amer. Je me souviens de l'intervention du ministre Son Excellence Boumamba, ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, sur la question, sur un plateau télé. On lui demandait est-ce qu'on peut consommer aujourd'hui le poisson d'Abidjan. Il a répondu très factuellement non, et qu'il faut aller bien évidemment dans les zones reculées pour espérer avoir du poisson sain. Pour dire qu'effectivement, le comportement des Ivoiriens, le comportement des individus aujourd'hui a véritablement dégradé l'environnement, et cela est vraiment péjoratif pour nous tous. Et donc, il faut aujourd'hui interpeller les consciences. Il faut dire aux gens qu'effectivement, il y a une disposition légale en matière. Ce n'est plus une histoire de morale, de responsabilité éco-citoyenne, mais c'est bien au-delà, une responsabilité juridique qui s'impose. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut faire vraiment très attention à nos gestes, à nos comportements en tout lieu, parce que la loi peut sévir à tout moment. D'accord. Moi, généralement, moi, dans mon quartier, là, moi, il ne vient pas des cocodiens. D'accord. Voilà. Moi, il vient des... Tu vois, les quartiers bizarres. Les quartiers, bizarres, ouais. Voilà, ça, c'est chez nous. Ouais, justement. Dans nos quartiers, là, généralement, on voit, et puis on voit d'autres se mettent et puis ils font faire pipi là-bas. Est-ce que c'est normal? Ben justement, c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. Moi, j'ai été également en dehors de la loi. On a eu quelques expériences quand même. Je me souviens, en 2022, la loi 2023 que je viens de citer n'était pas encore entrée en vigueur, donc elle n'existait pas. On était sur le dessus de la loi de 1995. Mais j'ai été vraiment, j'ai assisté à un événement qui m'a vraiment réjoui le cœur. Bien évidemment que cet événement, cette situation n'était pas, on va dire, réluisante, mais c'était que au commissariat du premier arrondissement du plateau, j'ai vu un jeune homme qui était, on va dire, arrêté. Voilà, il était mis en garde à vue, il a fait 3 jours là. J'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là, parce qu'il me faisait pitié en fait. On m'a dit qu'il a uriné dans les gazons au plateau. Et donc, c'était justement ce pourquoi on l'a arrêté, on l'a mis là, il a fait 3 jours. Et le commissaire me disait qu'il allait encore faire 2 jours de plus pour l'amener, bien évidemment, à prendre conscience de la gravité de son acte. Il a juste uriné. Voilà, et donc on l'a pris et pour dire qu'effectivement, la loi est applicable en Côte d'Ivoire. Oui. Mais vous avez, moi, je vous comprends, vous avez mentionné Plateau. Plateau, on sait que Plateau, c'est Plateau. Eh bien, il faut commencer quelque part. Moi, je suis à Brahma à côté. D'accord. Je suis descendu dans mon taxi, ça me sert. Ouais. Il y a la vieille mère qui vont à côté. Puis il y a une petite broussaille à côté, et puis mes mains, ils font ça. Ils vont m'arrêter pour ça. Bien, en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, j'étais en train de dire tout à l'heure que les citoyens ont démissionné de leur rôle primaire, mais il faut comprendre que tu es arrêtable. Ah. D'accord, parce que au regard donc des dispositions de la Constitution aujourd'hui, la Constitution inclut donc dans ces dispositions obligatoires le préjudice écologique. Donc le fait déjà d'apporter atteinte à l'écologie, à la nature, déjà donc est une infraction, et à tout moment tu peux être arrêté. Et donc du coup le silence aujourd'hui, bien le mutisme des forces de l'ordre dans cette action, c'est pratique, la prise de conscience n'est pas encore nationale. Mais il faut comprendre que le processus est enclenché, et à tout moment vous pouvez être poursuivi, parce qu'en fait c'est un préjudice d'ordre on va dire d'ordre supérieur. Je ne peux pas aussi qualifier des crimes, mais en fait, dans le processus comment je vais dire, de la sanction, il s'agit donc d'observer le délai. Voilà, si le délai n'est pas fini, après 5 ans, on peut toujours t'attraper, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des caméras dans la ville, et donc à tout moment, on peut te mettre la main dessus. Non, si je comprends, parce que vous avez parlé de prescription. Oui, la prescription du délai. Vous avez parlé de l'infraction. 5 ans. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, quand on parle de prescription, c'est le délai, c'est le temps qu'il faut pour porter plainte ou encore pour attraper une personne lorsque cette personne a commis une infraction. Donc, vous avez parlé de 5 ans. Donc, cela revient à dire que ça, c'est un délit. Oui, en quelque sorte, c'est un délit, parce que le préjudice écologique, il est porté au rang, comme je l'ai dit. Voilà, parce que il faut comprendre que c'est une disposition fondamentale. L'environnement aujourd'hui constitue un cas de vie dont la législation n'est pas seulement que nationale. Tout à fait. Voilà, la législation n'est pas seulement que nationale. Donc, du coup, dans les principes légiférés par la disposition de l'article 10 du Code de l'environnement, il faut comprendre qu'il y a plusieurs responsabilités vis-à-vis de l'État vis-à-vis des pays frontaliers. Donc, du coup, la responsabilité de l'État ne s'étend pas seulement sur sa circonscription territoriale, mais au-delà donc des limites de l'État, on peut demander à l'État de rendre compte donc de la gestion de son environnement.
Voilà, pour dire que l'État est en même temps responsable de son cadre de vie, je veux dire de son territoire, mais également de l'impact que cela peut avoir sur le territoire frais. Et à partir de ce moment-là, l'État se doit donc de veiller à ce que son territoire soit protégé de toutes sortes d'infractions, et bien comment on appelle ça, d'atteinte à l'environnement. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir que on peut considérer cela comme un crime. Oui, justement. Ok. Justement. Bon, c'est quoi également la peine applicable pour une personne qui a commis cette infraction? Il faut comprendre que nous sommes en train de travailler à instaurer ici en Côte d'Ivoire l'écocide, c'est-à-dire en fait considérer l'atteinte à l'environnement comme un crime. Et puisque nous sommes délit ou un crime? Comme un crime. Vous allez nous mettre Abidjan sera vide. Justement, parce que il y a 25 ans en arrière, on parlait de cette histoire et les gens n'avaient pas encore saisi en ce moment la portée de la chose, mais aujourd'hui les résultats sont là. Les résultats sont là, les inondations, les éboulements de terre, les destructions des biens, pour dire qu'aujourd'hui la chose est tellement montée à un niveau où il faut vraiment sanctionner. Et nous avons vu l'exemple de la Suisse où ils sont partis de la sanction à la prévention. Donc, si l'Ivoirien lambda n'est pas sanctionné, il peut pas mesurer l'ampleur de ce qu'il est en train de faire. Et nous savons, l'Ivoirien, c'est la vie, c'est se laisser aller. Donc, à partir des moments, il faut taper dur. Je félicite le ministre Abomba pour cette vision-là qui dit que dans son expression, on va dire un peu dénaturée, il dit, je viens vers vous. Ça veut dire que la loi va forcément venir vers vous. Voilà, la loi va forcément venir vers toute personne qui bien évidemment l'enfreint. Et c'est pour ça que nous devons quand même interpeller pour dire qu'il y a effectivement des sanctions. Les sanctions sont de deux ordres, c'est-à-dire qu'il y a les sanctions administratives pour parler donc des installations classées pour la protection de l'environnement. Il s'agit donc des entreprises on va dire industrielles, qui font la manufacturation des produits chimiques ou encore qui émettent une bonne quantité de pollution de gaz dans la nature. Peut-être la simple boulangerie est une CPE, voilà, parce que voilà, elle produit la cimenterie et tout ça. Donc à côté de ça, donc il y a les sanctions administratives. Le ministre de l'Environnement peut, au travers par exemple de SIAPOL, au titre d'un arrêté, déclarer la fermeture donc de cette institution, de cette entreprise, parce qu'elle ne respecte peut-être pas donc les dispositions de l'arrêté portant autorisation d'ouvrir ou encore lui imposant donc de respecter certaines dispositions. Et donc on peut fermer cette institution là, c'est une sanction. Donc et l'individu lambda peut penser que cette sanction s'applique uniquement donc aux entreprises, mais non, elle va au-delà pour prendre en compte donc les sanctions pénales, qui va donc de la privation de la peine et des amendes pour l'individu, personne physique, donc qui participe donc à la destruction de la nature. Bon, disons, on va faire simple, français terre à terre pour nous au quartier. Ouais. Ça là, quand ils vont écouter, ils vont dire, les juristes, ça vous aimez trop parler certains langages. Vous avez parlé des sanctions. Oui. Moi, je veux savoir, une personne qui a commis, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit, l'atteinte à l'écologie, on va le dire ainsi. D'accord. Quelle est la peine qui est prévue pour cette personne-là? Pour être direct, par exemple, les dispositions des articles 226 à 259 parlent donc des sanctions pénales. Et une personne qui a porté atteinte à l'environnement peut faire l'objet d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Ils vont pas. On peut te mettre en prison pour 2 ans, mais 5 ans. Dans l'intervalle de 2 à 5 ans. Bon, attends. Ça, lui qui est venu qui a uriné dans la rue. Oui. Lui aussi, il va apprendre ça. Oui. De toute façon, en fait, il reviendra au juge donc de pouvoir évaluer, et ça fait partie de nos combats quotidiens pour dire que nous sommes en train de travailler également à la formation des juges et des avocats et environnementalistes pour la question, parce qu'aujourd'hui la question n'est pas portée à son comble, ça veut dire que jusqu'à la fin, parce que les juristes sont pas encore pleinement dans la chose. Et c'est cet appel là que nous faisons, et pour revenir là-dessus, je suis également le président donc du réseau international des juristes environnementalistes et la version Côte d'Ivoire, et nous sommes en train de travailler donc à ce que la question environnementale soit portée donc par les juges, les greffiers, les avocats, les notaires, les commissaires de justice et tout ça, pour que de sorte que quand un préjudice écologique est déclenché, le processus de la justice donc soit mis en place jusqu'à ce que la personne puisse répondre donc de ses actes. D'accord. Et après ce moment, nous remercions bien évidemment le ministre de la Justice qui donc est très compréhensif et qui travaille avec nous pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Oui, justement, n'importe qui peut donc faire l'objet d'un emprisonnement pour un acte. D'accord. En tout cas, vous avez entendu, non? Ne dites pas que vous ne saviez pas. C'est un juriste qui a dit ça. On dit, si tu fais pipi dans la rue, il a dit ça simple. Si tu fais pipi dans la rue, si on t'attrape,
c'est au moins 2 ans ou bien 5 ans maximum. C'est ça. Donc, c'est mieux. Maintenant, ça, c'est pour les gens qui font ça dans la rue, là. Généralement aussi, hein, personne ne va nier ça quand on était petit. Il va penser ça comme ça quand on était petit. Quand tu te promènes, là. Même des tantis, même au quartier, tu te promènes, elles ont des... Il y a des ordures. Les mamans qui vendent à locaux, souvent, jettent ça dans la rue. Souvent, tu as acheté pain, papier, là, tu jettes ça. Est-ce que c'est même peine, là aussi? Oui, en fonction de la gravité donc des faits, le juge est bien placé dans son pouvoir souverain, des pouvoirs donc au regard donc, des dispositions du code pénal, en conjonctement avec le code de l'environnement, de pouvoir évaluer la peine qui va avec l'acte commis. Mais en tout cas de cause, il faut comprendre qu'il y a une des peines pénales, de privation de liberté et des amendes. Voilà, donc ça veut dire que tu peux perdre en argent et tu peux perdre en liberté de circulation quand on commet tel acte. Donc, que ce soit une maman au quartier, que ce soit un individu lambda qui jette un bidon d'eau au travers, comment on appelle ça, la vitre de sa voiture, tout ça, ce sont les mêmes cas. Et donc, le juge, il lui revient donc de pouvoir évaluer la pertinence de l'affaire, donc de pouvoir utiliser donc les dispositions présentes, voilà, des lois qui sont là pour pouvoir donc faire réparer le préjudice. Parce qu'en toute cause, le pollueur doit payer. D'accord. Maintenant, non. Vous avez parlé de ça, j'ai compris. Hein. Vous savez ce qu'on appelle Fanico. Bon, peut-être il y a plusieurs explications de Fanico. Ceux qui comprennent français, là, ils disent souvent lavandière. C'est-à-dire que les dames... oui. Ah, oui, Fanico. Ah. Donc, je disais comme ça que au quartier, ils ne toujours pas, ils disent non, on ne vient pas de crocodile. D'accord, ouais. Nous, au quartier, là, il y a des moments quand on finit de laver habit, là, l'eau, là, voici le goudron, là, en veste. D'accord. Bon, si un officier constate ça, est-ce qu'elle peut engager sa responsabilité? Cette question elle est un peu délicate parce qu'elle appelle donc à la mise en œuvre donc du processus de réparation du préjudice écologique. D'accord. Donc il faut comprendre que la loi est claire dans ce processus-là et donc toute personne physique ou morale peut donc déclencher le processus de la réparation du préjudice écologique dans la mesure où on peut donc établir le lien de causalité. Quand on établit le lien de causalité, il faut donc avoir, je veux dire, des éléments constitutifs, mais premièrement déjà, il faut avoir un objet, il faut avoir un intérêt à agir, voilà, les actions donc pour pouvoir intenter une action en justice. Donc pourquoi tu portes la plainte et tout ça, et quand ces conditions-là sont réunies, donc la personne peut valablement porter plainte. On prend le cas bien évidemment des situations qui sont arrivées à Maputo, à Koumassi et tout ça, il y a beaucoup de choses. Ben, les gens peuvent forcément porter plainte, mais il faut dire qu'il y a des conditions. Il y a des conditions, il ne faut pas le faire parce qu'on veut le faire. Mais quand on prend l'exemple que tu viens de donner, il faut être factuel pour savoir que ce n'est pas seulement ici là un préjudice écologique, mais aussi la destruction des biens publics. Parce que le goudron, on va parler donc de la chaussée qui est là, c'est un bien public. Il appartient à tout le monde. Donc le fait même déjà de pouvoir se permettre donc de renverser une eau sale sur cette voie publique déjà est une atteinte à l'honneur, à la crédibilité de l'État. Et là même en dehors donc de l'action environnementale à poser, on peut te porter plainte pour destruction des biens publics. Et ce sont des choses que les gens ont minimisées, mais il faut dire que l'État est beaucoup regardant là-dessus. Et aujourd'hui, avec la prolifération donc des médias qui sont arrivés à un certain niveau, une petite vidéo de cette action-là peut donc encombrer une personne et la mettre dans une situation très délicate. Et c'est justement l'aubaine tout trouvé pour interpeller donc nos parents pour dire que ce n'est pas une action négligeable, c'est une action très cruciale qui est dangereuse et qui mérite donc aujourd'hui donc de la faire cesser. D'accord. Je vois que depuis nous sommes en train de parler là, nous parlons des citoyens. Des citoyens. Mais d'accord. Nous là, souvent même où on verse poubelle là, tu as fini, on dit, la mairie dit c'est ici qu'on verse poubelle. D'accord. Il y a un point A où on verse les ordures. Ouais. Tu viens, tu déposes. Il y a le machin qui est là et quand tu mets, souvent ça c'est rempli, personne ne vient prendre. Est-ce que là, l'État, c'est pas aussi le défaut de l'État? Est-ce que l'État ne pêche pas dans cette façon de faire également? Bon, cette question, je dirais que c'est une question très noble. Ça relève donc de la répartition donc des compétences entre les collectivités territoriales et puis l'ANAGED. En vrai, moi je vais être clair au regard donc des dispositions de la loi de 2023 du code de l'environnement, qui est une loi qui est venue après la loi de 2004 portant répartition donc des compétences entre les collectivités territoriales, qui attribue bien évidemment le champ de compétences à ces mairies, à ces communes, je veux dire, et ces régions. Il faut dire que cette loi portant code de l'environnement elle est nouvelle.
D'accord? Donc, les nouvelles, elle a des dispositions beaucoup plus adaptées à la situation, contrairement donc, à cette position. Donc, on regarde donc de cette loi-là de code de l'environnement, les collectivités territoriales ont des obligations, au titre desquelles elles doivent pouvoir donc travailler à l'assainissement de les circonscriptions territoriales. À partir de ce moment, une mairie donc qui refuse pour des questions politiques donc de pouvoir par exemple vider le point de rassemblage d'ordures, cette mairie là est carrément en train de manquer son obligation, et à partir de ce moment on peut porter une action, contre cette mairie. Mais le truc c'est que elles font ce qu'on appelle un rejet de responsabilité à l'ANAGED, qui est l'agence de gestion des déchets solides, aujourd'hui, qui en principe doit pouvoir permettre donc de pouvoir collecter et traiter ces déchets-là. Mais en vrai, la mairie demeure responsable de son territoire. Bon, vous dites que la mairie, oui, les mairies sont responsables de leur territoire. Elle demeure responsable. Elle demeure. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Mais nous, là, on connaît une agence qui vient, il n'y a pas dit le nom, je ne sais pas si vous m'autorisez. Oui. Voilà, d'accord. Ils sont chargés de venir ramasser. Oui. Quel est le délai pour ramasser les ordures? Parce que généralement, là, on se retrouve avec des points d'ordures vraiment remplis. À telle enseigne que le citoyen il sait qu'il y a la bassine qu'il doit mettre dedans. Ouais. Mais si c'est rempli, qu'est-ce qu'il fait? En fait, je peux comprendre que du moment où la poubelle, la décharge, elle est remplie, le citoyen continue de pouvoir y mettre là parce que c'est le point de dépôt. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec cette logique, cette manière de fonctionner, parce que nous avons la conscience. Voilà, nous avons la conscience et de savoir que en fait le déchet, en vrai, le déchet est un bien personnel, est un bien privé. Voyez-vous? Donc, il ne revient pas premièrement en termes de conscience à l'État de pouvoir gérer ton dossier personnel, parce que tu as mangé un petit beignet, tu as le papier dans tes mains, c'est pas une histoire de. Dans ce cas, qu'est-ce que vous préconisez? Donc, tu as on va dire le reste, ton papier dans la main, le sachet, le bidon dans lequel tu as bu. Tu n'attends pas l'État de poser une poubelle quelque part ou bien de vider la poubelle pour que tu puisses avoir un point de chute. Toi qui as pris le déchet qui est personnel pour toi, tu vas chez toi à la maison, tu poses le déchet dans ta corbeille et quand il est bleu, tu prends et tu vas fesser. Il y a l'impression qu'on ne... Non, laissez-moi terminer. Okay, voilà, parce que c'est un déchet personnel. Allez-y. D'accord? Et donc, tu transportes, parce que quand il y avait déjà l'eau dans le bidon n'était pas pour toi encombrant. Tu l'avais tenu bien. Et donc, à partir du moment où il avait de la valeur pour toi. Et donc, quand tu as fini de boire et que le bidon il est vide aujourd'hui, tu dois considérer encore comme un bien propre et personnel. Pour ça, tu dois le garder jusqu'à le poser dans un endroit idéal. Et quand on ne le fait pas, c'est ce qui cause aujourd'hui le désordre à tout moment et on veut remettre la responsabilité sur l'État. Non, l'État a placé le cadre. L'État a placé le cadre qu'il faut afin que la population, on veut dire le territoire, soit assaini. Il nous revient à nous, individus. Parce que, prenons l'exemple, à Djamé, pour être clair, il y a des jeunes qui font le nettoyage, le curettage des caniveaux. Ils finissent de le faire à 7h, à 8h30, il y a encore des ordures. Les gens ne sont pas éduqués. Et ça, c'est pas l'État qui a jeté un bidon. C'est pas l'État qui a posé là le papier, le résidu d'aliments consommés, le morceau de pain qu'il a fini, il le balance là quelque part là. Il dit, mais de toute façon, c'est parce que, justement, l'État a posé là une poubelle que tu viens de déposer. En réalité, les ménages ont la responsabilité d'avoir, donc, les poubelles chez elles. Okay. On pose dedans et les structures spécialisées dans la collecte des déchets viennent dans les ménages, récupèrent et vont les traiter. C'est de ça qu'il s'agit, au fait. Ma question, elle est simple. D'accord. J'ai compris là où vous voulez en venir. Dites-moi. Mais nous ne sommes pas en train de parler ici simplement des bidons qu'on a dans la rue et tout. Ouais. Je parle des déchets également des ménages. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des agences, il y a des structures habilitées à faire la collecte. Il arrive par moment que je parle par expérience. Chez moi, dans mon quartier, ce n'est pas un agent ou bien une structure qui vient. On nous dit, il y a un point de dépôt d'ordures. D'accord. Et quand tu arrives, 1 semaine, 2 semaines, la poubelle est remplie. Mais tu constates également que 2 semaines encore après, ça n'a pas été ramassé. C'est encore là. Dans ce cas, ça n'a pas été ramassé. Quelle est la solution pour le citoyen? Vous dites que chacun est responsable de son déchet. De son déchet, oui. Est-ce que vous préconisez que ces personnes retournent chez elles avec leurs déchets? Ou est-ce qu'elles créent encore un autre point d'ordure? Ces personnes-là, conscientes que créer un autre point d'ordure va apporter le désordre,
elles déposent bien évidemment à côté. Mais ma question, elle est simple. Est-ce que les agences chargées de ramasser les ordures, faire les collectes, ont un délai pour faire cela? Je ne saurais répondre à la question, mais avant de venir, j'ai vu l'esprit que vous voulez me faire comprendre. Mais en réalité, il faut une rééducation de la population. Mais l'État aussi a sa part de responsabilité. Tout à l'heure, j'ai parlé de la part des responsabilités de l'État. Mais, en réponse à ta question, je ne saurais te dire un délai de 2 jours, de 3 jours, parce qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, on peut dire, bon, on vient ramasser dans 2 jours. D'accord? Mais le premier jour, ça peut être déjà rempli. Et le deuxième jour, l'État peut avoir une situation où l'entreprise, parce qu'il faut comprendre que dans toute la Côte d'Ivoire, c'est l'ANAGED qui est responsable de toute la Côte d'Ivoire. 322 000 km². Tout à fait. D'accord? Donc, avec quelques structures en charge, elle ne peut pas couvrir le territoire. Ça, c'est un fait. C'est réel. Elle ne peut pas couvrir le territoire. Mais si l'individu, comme je vous disais tout à l'heure, est conscient de ce que son environnement assaini lui procure la santé, la vie, et que c'est là qu'il doit vivre, il est amené à vivre, il ne peut pas donc se permettre donc de jeter, comme de continuer à jeter alors que c'est rempli. D'où la chute où je vais en venir pour dire que nous devons éduquer cette population-là au recyclage. Parce qu'en fait, le déchet, c'est parce qu'on considère le déchet comme un déchet qu'on veut s'en débarrasser. Tout à fait. Mais si au contraire, on voit cela comme une mine d'or, on va pouvoir faire bonne chose avec. Parce qu'en réalité, les bidons qu'on jette partout, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est de l'or. Et c'est parce qu'on utilise le terme déchet qu'aujourd'hui, les gens ont envie de se débarrasser. Il ne s'agit pas des déchets, il s'agit des résidus d'aliments. C'est le thème adéquat. Des résidus d'aliments, c'est qu'il a lieu donc de pouvoir recycler. Aujourd'hui, le concept, c'est l'économie circulaire. Bon. Parce qu'en fait, allez, le déchet, terminé. Le déchet, c'est parce que c'est un déchet que tu voulais t'en débarrasser. Si tu as conscience que, avec par exemple les déchets organiques, c'est-à-dire que la nourriture utilisée, tout ça, tu peux encore en faire du recompostage, tu peux encore créer du gaz, tu ne peux pas te permettre de jeter. Mais attendez, bon, imaginez que tu achètes ton poisson frais. D'accord. Tu finis de nettoyer le poisson frais là, c'est dans ta poubelle. Ça va te recycler ça comment? L'invitation donc à interpeller nos jeunes à pouvoir créer de l'économie, à pouvoir créer, on va dire, des entreprises de recyclage, de manufacturation des résidus d'aliments. Parce qu'en vrai, il y a la possibilité de faire de l'énergie, du biogaz avec ça. Poisson pourri là. Oui. Je vois un peu. Il y a la possibilité de faire beaucoup de choses avec. Aujourd'hui, vous savez que les bidons, on en fait des pavés, on construit des écoles avec des bidons recyclés. Et donc, celui qui comprend cette logique-là a chez lui plusieurs types de poubelles. Des poubelles où il met que de la matière plastique, des poubelles où il met de la matière organique et d'autres où il met encore des matières ferreuses. Et à partir de ce moment, quand c'est rempli, il ne peut jamais accepter de jeter. Donc, il va tout de suite aller vers des collecteurs, des personnes qui ont la possibilité de recycler. Une entreprise dit, moi j'ai gardé le bidon, ça remplit chez moi, venez prendre. Et à partir du moment, on vend le kilo, on vend la tonne et on obtient de l'argent. Il va vers les agences de collecte. Oui. Mais parce qu'il a un intérêt. Moi, il parle de mon quartier. Je ne sais pas si vous connaissez. Il parle de mon quartier. Attendez, ton quartier. Imaginons que dans mon quartier, là, imaginons que dans mon quartier, nous, là, on est illettrés. D'accord. La plupart des personnes qui vont nous suivre, nombreuses seront ces personnes-là qui auront c'est la première fois qu'elles entendent qu'on peut recycler certaines choses. Pour le bidon, on savait. Voilà quand on a commencé à faire des collectes, des bidons, des bissap et tout. Okay. Mais il y a d'autres même là. On ne sait pas. C'est ma première fois d'entendre également que poisson pourri un peu recyclé. Mais bon, si mon poisson est pourri, ou bien j'ai acheté poulet, j'ai fini de manger. L'ossement là, qu'est-ce que j'ai fait? Je recycle. Maintenant, si c'est chez moi, il fait où avec? Citez-nous juste des agences. Comme ça, nous aussi là. C'est l'argent. La vie est dure. Hein? Justement. Comme ça, si on garde là, nous, on s'est tourné vers ces entreprises là pour leur donner. Alors que je suis en train de vous parler, vous savez que la mairie de Oumé est en train de chercher des partenaires et des tels ordures à pouvoir faire du travail. Ceux qui ont donné ordures là? Oui. Il y a beaucoup de mon quartier. Parce que des ingénieurs, des jeunes entrepreneurs ont la capacité aujourd'hui de faire de la biomasse. C'est quoi ça? De la biomasse, en fait, c'est de l'énergie créée à base de déchets. D'accord? Donc, elle demande de pouvoir installer ces industries-là donc dans la mairie. Et à partir de ce moment-là, donc les déchets ne seront plus considérés comme des déchets, mais une source de revenus. Et à partir de ce moment, nous invitons donc les jeunes à pouvoir créer, à pouvoir innover.
Et justement, ce sont des choses que nous devons savoir qui sont disponibles. Aujourd'hui, quand tu vas aller sur Instagram, c'est légion des tas d'exemples où ils prennent du coco pour faire des sacs, des pots de coco là, pour des résidus de coco pour faire du sac, pour faire beaucoup de choses. Et ce sont des choses qui sont recyclables. Il faut maximiser. Et pour revenir donc à ton cas qui dit, bon, j'ai acheté du poulet, j'ai mangé ça, le reste est gâté, qu'est-ce que j'en fais? Oui, c'est également une interpellation à la gestion éco-responsable. Tu es seul, toi, ou avec ta femme, avec tes 2 enfants, tu achètes du poulet en quantité, alors qu'il y a quelqu'un dans un village quelque part là-bas qui n'en a pas, tu finis de manger, et le reste, tu laisses pourrir, ça se décompose, et là, après, donc, on est en train d'assister à un manque factuel de ressources primaires. Et c'est ça le danger que court l'humanité actuelle. Et quand on parle de développement durable, c'est des manières à gérer le déchet pour que les générations futures puissent en bénéficier. Mais soyez clairs, aujourd'hui, les chimpanzés ont disparu dans nos forêts. Et Les chimpanzés ont disparu parce que vous les avez mangés. qui est vous? C'est pas nous. Et vous les avez mangés. On parle également des escargots qu'on n'en trouve plus. Non, escargot là, il y a un peuple là. Ah, justement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est la gestion éco-responsable. Le peu que tu peux manger, tu l'utilises et tu le consommes avec beaucoup de responsabilité, de sorte à permettre également la reproduction. Et c'est pour ça que moi, j'encourage en griffe les gens à manger de la carpe, parce que la carpe a une reproduction exagérée. Donc, les poissons carpes se reproduisent beaucoup. Et donc, manger 2-3 carpes par semaine, tu ne mets pas un terme à la reproduction de l'espèce. Alors, si tu sais que tu manges beaucoup d'escargots, il faut donc faire un élevage d'escargots pour permettre à tes petits-enfants de trouver ce qu'on appelle des escargots des forêts. Et Oui. Donc, il faut donc interpeller les jeunes à l'utilisation rationnelle, éco-responsable donc de nos ressources primaires. Et donc, quand tu as vu que ton poulet mis en congélateur en train de se décomposer, il faut tout de suite avoir le réflexe qui peut me faire recycler ce truc-là. Parce que ça doit rebobiner, ça doit revenir. Où est-ce qu'on peut trouver ces structures-là? Elles sont légion, et donc moi je pense que je suis également, comme je vous ai dit, le directeur exécutif de la Confédération des entreprises vertes de Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs entreprises qui militent et qui travaillent, qui sont spécialisées donc dans ces actions de recyclage. Il y a vous le savez peut-être pas, il y a une structure spécialisée ici à Abidjan qui fait du recyclage de matières ferreuses, les fers. Les véhicules qui sont donc en termes d'épave, elles sont donc démontés, et ces fers-là sont remis donc en activité. Tout récemment, ils ont fait un partenariat avec Volkswagen en Côte d'Ivoire ici pour pouvoir le produire donc des matières plastiques, des véhicules automobiles. Pour dire qu'il y a des structures, mais le truc c'est peut-être que les individus ne vont pas à l'information. Non, l'information ne viendra pas vers vous. C'est à nous d'aller à l'information, parce que quand aujourd'hui, moi je vois que dans mon quartier il y a assez d'ordures, mais je me pose la question, mais ça, est-ce que ça ne peut pas être une source de revenus? Et quand je me pose cette question, tout de suite, l'ingénierie va naître. Et à partir de ce moment, on va trouver forcément des solutions. Oui, pour vous dire clair, il y en a légion. Il y en a des légions. Bon, en tout cas, les gars, vous avez entendu, il n'y a pas fait de se jouer les chocos. Il y a beaucoup de structures. Voilà, s'il y a ta poubelle dedans, il faut recycler certaines choses. En donnant après, dans la description, peut-être sur l'écran, vous allez voir les numéros ou bien les noms des agences. Comme ça, vous allez faire... Vous allez faire de l'argent. C'est ça, ils comprennent. Voilà, c'est un peu ça qu'ils comprennent. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que aujourd'hui, vous avez mentionné le cas des animaux. Ouais. On est tous unanimes que l'environnement aussi est préservé par les animaux également. Qu'en est-il de l'impact du braconnage sur l'environnement aujourd'hui? Oui, il faut dire que la présence des animaux, et particulièrement des chimpanzés dans la forêt, est l'indicateur exclusif de l'état de santé de la forêt. Donc, si dans une forêt, pour être clair, en déduction, si dans une forêt, il y a plus de chimpanzés, ça veut dire que la forêt n'est plus en bonne santé. Donc, il y a plus en Côte d'Ivoire. En fait, on a atteint aujourd'hui à une baisse chronique donc de la disponibilité de la quantité donc de chimpanzés dans la forêt. Et moi, je profite de ce pré-choix pour dire merci à l'ONG Akatia, voilà, avec sa coordinatrice nationale ici, point focal en Côte d'Ivoire, Sarah Guérois, qui font un excellent travail dans la forêt classée d'Apoa B, où j'essaie quand même de permettre la pérennisation donc de ces derniers chimpanzés qui sont là, et c'est un impact considérable sur l'environnement. Pour dire quoi? Parce qu'il y a une interférence. Il y a une interférence entre le cadre de vie
et la forêt. Parce que la forêt, c'est un système de recyclage naturel. En fait, parce que c'est ce qu'on nous appelle de l'écosystème. Donc, parce que la forêt a la capacité donc d'absorber nos émissions de CO2. Et donc, s'il n'y a plus de forêt, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace. On a tout détruit pour faire nos cités bien. Et bon, écoutez, qui aussi quelque part est nécessaire. On a détruit toutes les forêts. En parlant de ce moment, nous sommes exposés au réchauffement climatique. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est même plus le réchauffement climatique seulement, mais ce sont les changements climatiques. Parce que l'état est devenu très grave. Et à partir du moment où quand on sort, même, c'est grave. C'est grave. Pour le cas du braconnage, que dit la loi sur la question? Le braconnage, pour définir le braconnage de façon terre à terre, en fait, c'est le fait de prendre des animaux dans la forêt. Bon, je ne sais pas. Si moi je rentre aujourd'hui en brousse, il y a vu rat, ici au village, c'est interdit. Bon, si tu vois un rat, tu es un chasseur, tu as besoin de manger le rat, tu tues le rat, tu manges. D'accord? Mais en vrai, c'est parce que vous mangez trop les rats qu'on a fait sortir toutes sortes de maladies ces temps-ci. On parle d'Ebola, on a parlé d'Ebola, on a parlé de l'autre, la grippe aviaire, où ça a pérennisé un peu les plaies. Après, on est venu sur Ebola, ça a pérennisé les rats. Après, on est passé sur, comment on appelle ça, la Covid, pour pérenniser d'autres espèces. D'autres espèces. Pour dire, en fait, les gars, ils nous inventent toutes ces choses-là pour quand même, parce qu'ils comprennent qu'à un moment, il faut interdire pour préserver. D'accord? Et donc, le braconnage, en réalité, c'est pas le fait de chasser. Non, c'est le fait, donc, de détruire des espèces rares. C'est le fait d'entrer dans une forêt classée et de faire de la chasse. Donc, en fait, c'est de la chasse illégale, de la chasse illicite. Et c'est ça qui est interdit. Et quand on te surprend en train de faire de la chasse illégale, du braconnage, tu es passible d'un emprisonnement. Justement, d'un emprisonnement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens se disent, si il rentre dans cette forêt, qui m'a vu? Non, il y a des drones aujourd'hui. Le ministère des Eaux et Forêts a des drones. Attendez, ils vont dans quelle forêt d'abord? Il y a des forêts qu'on voit souvent là. Tu te demandes si l'homme même quelque chose peut entrer là-bas. Hein. Oui. Il y a des drones. Il y a des agents des eaux et forêts qui sont à tout point de vue. Ouais, tout à l'heure, j'ai parlé de l'exemple du jeune qui a uriné au plateau. On ne l'a pas attrapé parce qu'on l'a vu là. C'est parce qu'il a été repéré par une caméra. Et ils sont allés simplement le chercher. Vous pouvez le mettre là, tranquillement. Et donc, toi aussi, à Cocody, à Bobo, on peut te repérer facilement. Mais c'est justement parce que l'État aujourd'hui est en train de mettre en place tous les dispositifs pour mettre l'Ivoirien au pas. Et le ministre nous a dit, ça vient vers nous. En tout cas, ça vient vers nous. Ça vient, en sens ça. D'accord, à mi-parcours de notre rendez-vous, je rappelle que nous sommes avec M. Mensa Tonio. Il est spécialiste en juriste écologiste, c'est ça? Juriste environnementaliste. Juriste environnementaliste. Ça, c'est long. Franchement, monsieur, merci pour l'enseignement vraiment enrichissant d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous étiez dans la tribune du droit et c'est uniquement sur Juriste TV, cette plateforme-là même qui fait sortir la loi des textes pour se rapprocher de la vie des citoyens. Je rappelle également que nous étions avec monsieur Mensa Tonio, juriste environnementaliste. Vraiment, monsieur, encore merci. Merci et également. Et on ne peut pas se quitter vraiment sans avoir pris de vos conseils pour que nous aussi, à notre tour, et toutes les personnes qui nous suivent, puissent vraiment éviter certaines erreurs qui pourraient peut-être leur coûter cher plus tard. Oui, justement, merci déjà à Juriste TV qui donne également la possibilité aux citoyens lambda de comprendre dans les thèmes, on va dire, habituels, la cause du législateur, d'écouter la loi. La loi, il faut comprendre que la loi, elle est pour nous. La loi est faite pour nous, la loi est faite pour assainir donc les situations dans la société et ça fait beaucoup de plaisir qu'il faut donc l'accepter et puis la mettre en pratique. Voilà donc avant mon mot de fin, ce sera simplement de dire à tout Ivoirien, à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, que l'environnement est le seul cas de vie que nous avons. L'environnement est la seule demeure pour nous, c'est-à-dire la terre. Et donc, du coup, si la terre elle est détruite par nos actes, voilà, et il faut clairement comprendre finalement qu'on ne pourra pas trouver un autre lieu de chute. On ne peut pas habiter sur Mars, on ne peut pas habiter sur Jupiter, on ne peut pas habiter sur la Lune et on ne peut qu'habiter sur la terre. Donc, il faut forcément en prendre soin et c'est la contribution des uns et des autres à notre plus petit niveau, à notre échelle plus restreinte
qui donc va permettre donc à l'environnement de pouvoir retrouver son souffle. Oui, de pouvoir retrouver son souffle parce que nous l'avons vraiment porté des coups massue très durs et la terre, l'environnement, l'air, l'atmosphère souffre aujourd'hui et la terre a encore besoin de nous qui sommes les habitants pour aujourd'hui et également pour nos frères et nos enfants de demain. Alors, il faut donc que chacun puisse adopter les gestes simples. Les gestes simples, c'est de prendre ton bidon, ton emballage de chewing-gum, remettre dans ton sac, savoir que c'est un déchet. Le déchet, il est d'abord personnel, il est individuel et également, c'est une source de revenus très, 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 très méprisée. Et aujourd'hui, c'est une industrie vivante qui est en développement en Afrique et dans le monde. Il faut donc s'en procurer donc, de cette belle opportunité-là pour se renflouer les poches, pour se faire assez d'argent. Les entreprises sont disponibles, les innovations sont là et il faut donc profiter pour travailler au recyclage, à l'énergie, à l'économie circulaire, ce qui nous permet de voir un regain donc d'économie et puis de sauver notre environnement. D'accord. C'est un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Je voudrais terminer pour dire que notre geste compte, aussi petit qu'il soit, il est important et il est salutaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Le thème d'aujourd'hui, c'était environnement, salubrité, que dit la loi? Sur ce, on se dit merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de la Tribune du Droit. Merci.